Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. 1 heure de débat sur l'actualité économique du jour. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire la situation en Ukraine, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet à nous, c'est les conséquences économiques, pour peu qu'on puisse essayer de voir quelles peuvent être ces conséquences économiques pour l'Europe autour de cette offensive donc, en Ukraine. Donc on va voir ça évidemment sur les choses les plus évidentes, les marchés de matières premières, des choses peut-être moins évidentes. Vous avez entendu parler de ce qui pourrait se passer sur le système financier, peut-être même en bout de chaîne, et ça m'intéresse, voir un peu ce qu'en pensent nos experts. Banque Centrale Européenne qui s'attendait dont on s'attendait à ce qu'elle modifie quand même sa politique monétaire de manière assez radicale. On en parlait d'ailleurs hier très largement. Bon, est-ce que ça fait forcément hésiter ceux qui sont en charge de mesures qui sont des mesures très importantes sur le plan économique et monétaire. On parlera aussi d'autres choses. Il y a des éléments actuellement quand même très intéressants dans la vie politique et la vie économique. Comme là, j'ai 2 experts économistes et que j'ai pas encore pu parler des formidables chiffres du chômage de la semaine dernière. Donc je vais en profiter, enfin de l'emploi, voilà, formidable chiffre de l'emploi de la semaine dernière, je vais en profiter particulièrement d'ailleurs sur l'emploi des jeunes. C'est assez spectaculaire, enfin, c'est binaire, vous allez voir ça, c'est parti, c'est Bismart. Donc, expert, et oui, experte, Hélène Botchon. Bonjour Hélène, responsable économie des pays de l'OCDE pour BNP Paribas. Anne-Sophie Alsif, salut Anne-Sophie, chef économiste BDO France. Et puis Jérôme Dédéian, salut Jérôme, mon partenaire patrimoine, c'est ça, mon partenaire patrimoine. Et donc, on peut le dire, Jérôme, tu passes l'ensemble de tes diplômes. Tu sais, ça me fait penser à Zinedine, ça va te faire plaisir, Zinedine Zidane qui devient entraîneur et qui est obligé de retourner à l'école de football pour passer ses diplômes d'entraîneur. Exactement. Et c'est ce donc qui t'arrive toi aussi. Je passe dans 10 jours ma session d'expert en conseil patrimonial de la meilleure université, du meilleur organisme de formation à la profession qui est l'OREP à Clermont-Ferrand de France. Et c'est un gros challenge. En fait, j'ai raté la session de décembre parce que j'étais covidé, donc j'ai pas eu le droit d'y aller. Et donc je passe à la session de rattrapage, mais du coup je n'ai qu'une chance. Alors je stresse en civil et en fiscal. Ah parce que tu n'as pas une deuxième chance si tu rates la session. Si, mais c'est celle de mars, mais j'ai pas pu passer celle de décembre parce que j'étais malade. Mais je comprends. Comme les étudiants qui ont. Alors, c'est chaud. gestion de portefeuille macro-éco, ça va aller. En revanche, civil et fiscal, il faut que je travaille. On peut réviser aujourd'hui, macro-éco. Il faut aussi réviser. C'est une grande phrase, c'est au 1000e saut que les parachutistes se crachent. Non, vous n'êtes pas. Non, mais c'est au 1000e saut que les parachutistes se crachent. Tu vois, tu lèves les sécurités, machin, je connais tout par cœur. Bon, mais on ne va pas passer 1 heure avec ça non plus. Voilà. Laissez-moi stresser. On a pas mal de sujets. Hélène, je commence avec vous. Donc, on est quand même sur une situation de conjoncture qui est une situation de conjoncture. Je regardais comme vous d'ailleurs, donc les indices Markit, cabinet privé qui interroge notamment les directeurs d'achat, c'est les indicateurs avancés les plus précis qu'on puisse avoir sur l'activité. Le mois de février en France, tant du côté donc des indicateurs d'activité que du côté des morales des patrons, j'ai vu indicateur Markit moral des patrons européens. Ça pète le feu, c'est-à-dire qu'on est d'accord, Hélène. Les chiffres ont été bons, ils nous ont surpris même favorablement parce que, en tout cas en France, on s'attendait à une amélioration et l'amélioration est effectivement très importante et on l'observe dans tous les secteurs d'activité. C'est ça. Alors, dans le manuf, il y a des petites nuances, dans le secteur manufacturier, il y a des petites nuances, mais services rebondissent, la formation professionnelle. C'est excellent. Dans les services, dans le commerce de détail, dans le bâtiment, et puis de toute manière, dans le secteur manufacturier, on reste à des niveaux très élevés, donc c'est vraiment très encourageant pour le mois de février. Plus haut niveau depuis juin 2021, nous dit Markit pour la croissance de l'activité en France. Et surtout qu'on a eu confirmation de ces bons chiffres avec les enquêtes de l'INSEE qui sont une sorte d'équivalent de ces enquêtes Markit sur un échantillon beaucoup plus large et à nos yeux, on va dire, de conjoncturistes plus représentatifs et plus fiables. Mais là, ce coup-ci, c'est allé dans le même sens. Donc on a deux très bons signaux conjoncturels. C'est des chiffres qui sont effectivement des signaux avancés. Donc, d'une dynamique en fait, on sort de 7% de croissance, faut pas l'oublier quand même, faut le répéter, d'une dynamique qui, est-ce que cette dynamique pourrait être abîmée par ce qui est en train de se passer en Ukraine? Comment est-ce que vous regardez les choses? Et peut-être un peu tôt, j'imagine, pour se prononcer. Alors, il est bien évidemment encore
trop tôt pour se prononcer. On est confronté à une incertitude absolument colossale. Après, ce qui est surprenant aussi, vous me direz si vous pensez la même chose, dans ces bons chiffres. Donc, il y a un effet, on va dire, assouplissement, levée des restrictions sanitaires. Donc, il y a un effet rebond mécanique encore très fort, notamment dans comment on appelle ça, dans l'hébergement, restauration, hôtellerie et ces secteurs-là. Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'absence de traces totale, en tout cas dans ces chiffres pour ce mois-là, de toutes les difficultés d'approvisionnement que les entreprises continuent de signaler. Très juste. Des pressions y compris sur le moral des patrons, d'ailleurs. Y compris sur le moral des patrons. Les pressions haussières sur les prix qui sont très fortes depuis plusieurs mois et qui continuent de s'accroître. Les difficultés de recrutement, insuffisance de main-d'œuvre. Donc, vous savez tous, toutes ces contraintes d'offres. Et là, on n'en voit absolument pas la trace dans ces chiffres de février. Donc, c'est très bien, mais n'empêche que en sous-jacent, on a à la fois des signaux qui nous disent les fondamentaux de la croissance, vous citiez les 7%, ils sont là, ils sont bons. On a une dynamique de croissance qui est forte. Mais on a des points de fragilité, des points de friction qui sont allés crescendo depuis un paquet de mois, dont on subodore, que ça freine quand même l'activité, mais voilà, là on n'en a pas les signes. Donc on est dans une situation, on va dire, plutôt favorable, mais il y a des chocs importants dans les tuyaux. On en parle assez régulièrement sur cette antenne. À partir du moment où effectivement l'industrie fait plus que 12-13% de votre PIB, fondamentalement les pénuries et tous les sujets qui sont des sujets qui freinent la fabrication, vous avez 70% de l'économie qui... Il y a la construction qui souffre aussi. De côté, il y a la construction qui souffre aussi. Qui, on va dire, souffre des mêmes problématiques en termes de hausse du coût des matières premières, difficultés de recrutement. Et puis même si l'industrie représente maintenant une assez petite part de l'économie française, ça reste à mes yeux un moteur, une force de frappe à l'export. Non, mais donc, ça, il n'y a pas de doute. Tout un mais enchaînement juste pour expliquer qu'il y a un moral des patrons, effectivement, au beau fixe, alors qu'on est dans un régime de pénurie qui est compliqué à gérer pour tous les secteurs industriels. Oui. Anne-Sophie, comment est-ce que vous voyez les choses ? Bon, parce que Hélène est très prudente. Mais je le savais. Elle ne m'a pas répondu sur l'impact prévisible de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Alors sur l'impact, juste pour revenir par rapport à ces très bons chiffres, c'est vrai qu'on regarde ce qui est normal dans la conjoncture janvier-février, mais il faut quand même se rappeler aussi les fondamentaux qui sont très très bons 2021, notamment sur le taux d'épargne des ménages. On voit qu'on a un taux d'épargne des ménages qui est encore 2 points supérieur par rapport à 2019. Donc on voit qu'il y a quand même toujours beaucoup d'épargne qui continue d'être là. Et donc même s'il y a des hausses des prix, je sais ce que tu vas dire sur les achats, on voit qu'il y a la confiance et que même si en effet votre cuisine où il y a des pénuries de matériaux, les gens achètent et c'est pour ça qu'on a de très bons chiffres de la consommation. Mais non, c'est un taux d'épargne qui continue à être plus élevé que 2019. Parce que ce qui veut dire c'est que les ménages ont la capacité d'acheter et que malgré... Mais ils n'achètent pas. Mais c'est faux. Quand tu regardes les chiffres, justement, tu as un taux d'épargne qui est plus élevé, donc ça veut dire qu'en effet il y a un côté épargne de précaution, mais que même malgré la reprise, la relance, les gens n'ont pas tout désépargné de ce qu'ils ont eu. Et donc, avec ça, ils continuent de consommer malgré les hausses de prix, par exemple, chez les cuisinistes et autres, qui peuvent être de 9-10%. Parce que l'idée, c'est qu'on a justement ce pouvoir d'achat qui nous permet encore de le faire. Donc, je sais que c'est un peu à rebours de dire, attention, il y a l'inflation, la flambée des prix de l'énergie, on perd en pouvoir d'achat, mais c'est vraiment le gain qu'on a eu en 2021 et qui explique qu'on a peu d'impact finalement sur la consommation, qu'on a eu un très bon dernier trimestre avec ce 7% de croissance. L'INSEE était à 6,75 et a revu à la hausse à 7%. Et là, on serait même à plus de 4% cette année. Donc on voit que la consommation continue d'être robuste avec de la confiance et avec ces sous-jacents macroéconomiques qui restent très bons, même si bien sûr il y a des différences entre les ménages et entre les secteurs. Et juste pour finir, l'investissement aussi, parce que Attends, Anne-Sophie, je comprends pas. J'ai pas compris. Vas-y. Comment, puisque tu as un taux d'épargne 2% supérieur, c'est ça de 2 points supérieurs par rapport à 2019. Par rapport à 2019. Tout à fait. Tu peux me dire qu'on consomme comme... non, ce que je veux dire, c'est que les ménages... C'est une surépargne. Oui, c'est une surépargne, mais elle n'est pas consommée, justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette surépargne permet aux ménages de consommer malgré les hausses de prix. Ça y est, ok, d'accord. Il y a un effet amortisseur. Un stock qui s'est constitué, il est en train d'être libéré. Cours de macroéconomie. Il est en train d'être libéré. Ah bah oui, mais moi, ça c'est le privilège de l'âge. À un certain moment, quand vous comprenez
comprenez pas. plaisante. À un moment, vous n'avez plus du tout honte à dire je ne comprends pas. Non, mais- Voilà. Et ça va Ok, effectivement parfait. dans la consommation et dans l'investissement Voilà. des ménages aussi. L'autre élément, c'est vraiment l'investissement qui est excessivement fort. On a notamment les plans de relance, parce qu'on en a parlé l'année dernière, mais là, ils sont effectifs et ils commencent à être distribués. Donc, tant que ce soit au niveau européen que français, on voit que là aussi, on a des taux d'investissement qui sont très, très favorables et qui profitent beaucoup aux entreprises. Donc, la conjonction des ménages plus le taux d'investissement, c'est pour ça qu'on va normalement avoir une bonne année 2022 à plus de 4% de croissance. En effet, après, il faut regarder bémol sur surtout l'impact de la crise ukrainienne, ce sera sur les prix de l'énergie. Voilà. Donc, l'impact, savoir sur le pouvoir d'achat. Mais là, attention, toujours dans un contexte où on a toujours cette surépargne. Je comprends. Qui est importante. Mais tu ne vois rien d'autre de plus grave que... Donc là, le pétrole passe les $100, etc. On est sur des coûts de hausse. Je regardais, là, juste avant de venir, hausse de 30% du gaz. Il y a quelques éléments, mais alors là, c'est vraiment quelques pourcentages de hausse sur le blé et le maïs. Enfin, bon, voilà. Hein. Ce qui est plus grave, Le grenier à blé de l'Europe. juste voilà. pour finir, pour que vous me dites qu'est-ce Non, qui mais peut être plus grave, Oui, voilà. c'est, à mon sens, c'est bon, plus au niveau européen, de se dire que les marchés, donc ça, la crise, tout le monde l'a subi, mais de se dire, attention, est-ce qu'il va y avoir des décrochages entre les États de la zone euro et est-ce qu'il y en a qui vont perdre et d'autres qui vont gagner? Et s'il y a trop de décrochages, notamment les États qui ont plus d'inflation et qui sont plus averses à l'augmentation des prix de matières premières, il pourrait y avoir des problèmes de financement sur les marchés financiers. Je ne sais pas ce que... Ouais, mais en l'occurrence, je te donne la parole, hein, Jérôme. En l'occurrence, ceux qui aujourd'hui ont le plus d'inflation et qui ont le sur plus à l'Allemagne, redouter pour des l'instant. matières premières, c'est l'Allemagne qui, globalement, n'a pas besoin qu'on Non, vienne pas l'aider. pour- Enfin, tu vois, Non, bien pour le sûr, coup, ce pas seraient pour les plus forts qui seraient Pas affaiblis. pour quoi. l'Allemagne, mais en tout cas, les marchés dans un contexte de forte tension vont regarder la situation des États de la zone euro, vont regarder leurs finances publiques et aussi les politiques économiques qui vont être présentées. Et on pense plutôt à des pays comme l'Espagne ou l'Italie qui Ouais. pourraient être plus fragilisés si cette crise de tension vient en plus de la reprise et de tout ce qu'il y a aux alentours et pourrait être attaqué, parce qu'on a plus de mécanismes qu'on a eu en 2010 quand on a eu la crise des dettes souveraines. Mais en tout cas, ça pourrait être un risque et surtout vraiment la dichotomie et l'augmentation des écarts de compétitivité entre les États Bon, bah, de la zone euro. ça nous ramènera C'est un à la peu Banque un Centrale tapis mort, Européenne, mais on là, en on est- reparlera. voilà. Vas-y, On Jérôme. revient sur Moi, la Banque Centrale Européenne. je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je vais rajouter mon expérience de terrain. Tu sais, moi, j'anime souvent des journées avec 20, 30 dirigeants et dirigeantes partout en France. Et tout. Ouais. À Caen hier, ils ont tous la banane. Il y en avait 20 dans la salle. Ils ont tous la banane. Et ils ont la banane pour une raison qu'Anne-Sophie vient d'évoquer, c'est qu'en fait, ils ont placé leur hausse de prix liée à la hausse des matières premières, de leurs problèmes d'approvisionnement, de logistique ou du transport, etc. Ils ont rajouté un peu de marge, puisqu'ils y sont allés franchement, Ouais. passer crème. Crème. Crème parce que le consommateur est là, parce qu'il a accumulé cette surépargne et que du coup, il la distille et qu'il y a une espèce de frénésie de consommation dans laquelle on est encore, qui explique en partie les 7% et notamment le dernier trimestre, et qui continue en ce moment. Voilà. Et donc ils se disent, oui, j'ai plein de problèmes, j'ai pas de pot en verre quand je fais des confitures, j'ai des difficultés d'approvisionnement, mes fruits augmentent, tout est compliqué, mais mes hausses de prix passent et le consommateur est toujours là. Voilà. Et donc ça Et leur ça, donne c'est pas évidemment le quelques moral. bombes sur l'est de l'Ukraine qui peuvent... Alors c'est là où je suis plus mesuré, pour une raison extrêmement simple, c'est que je pense qu'en fait l'impact de la crise va être beaucoup plus profond que ce qu'on croit. La crise ukrainienne, on dit toujours, c'est un choc géopolitique, mais c'est un conflit, regardez avec la Crimée, un conflit limité, regardez avec les Crimée, regardez avec le Koweït, ça a été ponctuel, et puis ensuite ça a redécru. Je pense que ça va être plus Le Koweït, Mais le Koweït, c'est du ponctuel un peu plus durable. On est d'accord. Et donc, je pense que cette crise va être un peu plus durable. Alors, il y a évidemment l'impact énergie avec sa diffusion à plein d'endroits. Je te donne un exemple complètement idiot. Les produits alimentaires vont exploser parce que comme j'ai besoin de phosphate pour cultiver et que le phosphate, l'essentiel de son coût de production, c'est sa consommation énergétique, et ben, ça va va accélérer l'inflation des denrées alimentaires, c'est évident. Il n'y a pas que le blé avec le prix du pain qu'on va se prendre parce que la farine va être plus chère, etc. Il y a cet enjeu-là. Et puis il y a l'enjeu, et là je suis tout à fait d'accord avec Anne-Sophie, de divergence des États. Je te donne un exemple idiot. J'ai entendu Bruno Le Maire, j'ai halluciné, qui a dit « Nous maintiendrons le gel du prix du gaz en toutes circonstances, ou quelles que soient les circonstances. Ouais. » Et donc on a déjà cette petite plaisanterie là, du contrôle des prix à la consommation de l'énergie pour les Français et des chèques et autres joyeusetés. On est déjà à 25-30 milliards là. 25. Voilà, 25. Si tu pousses ça jusqu'au bout avec le prix d'énergie qui va rester durablement cher et à la limite qui doit être cher, voilà, tu vas avoir les finances publiques Durablement cher, je suis pas sûr. Enfin, l'été arrive. Hein. Les cours du gaz vont redescendre, même si tu continues à avoir une situation de guerre en Ukraine. Si tu veux, mais si ça dure un peu
si on ne trouve pas la substitution, ça peut avoir un effet. Mais ça, c'est un truc dont je veux parler. Un effet Effectivement, on va en dire un mot. plus compliqué. Ouais. Du coup, tu te retrouves avec des finances publiques françaises qui peuvent être beaucoup plus sous tension que les finances publiques d'autres pays, de l'Allemagne par exemple, parce que ça va être la première victime, puisque la Russie est son premier partenaire économique, mais ils ont une situation, ils partent d'une situation de départ où ils sont solvables. Alors que nous, non. Ah oui, ça, oui, très clairement. Alors, juste sur l'énergie, parce que il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand même. Donc, dépendance énergétique, je crois qu'on a tout dit sur la façon dont l'Allemagne s'est un peu lié les mains quand même avec le gaz russe. Vous avez tous suivi donc l'histoire de Nord Stream 2 et donc finalement les Allemands qui... pour l'instant, en tout cas, refusent de se servir de ce gazoduc. Donc il y avait cette semaine 11 pays exportateurs. En fait, l'un des sujets très intéressants, c'est qu'il n'y a pas d'OPEP du gaz. Voilà. Notamment à cause de problèmes de stockage. Et donc il est beaucoup plus difficile d'essayer de contrôler le marché du gaz. Donc 11 pays exportateurs étaient réunis au Qatar. L'émir du Qatar, lui, il était à Washington fin janvier. Donc quand même tout ça a été préparé depuis un petit moment. Et il a été assez clair pour dire que non, il allait être très très compliqué de réallouer vers les marchés européens des quantités de gaz qui étaient destinées à d'autres marchés et qui étaient, pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs, déjà vendues. L'Iran souligne ses importantes capacités de production et d'exportation. Ça, c'est magnifique quand même. Hein. Les ennemis de mes ennemis pourraient devenir mes amis au cas où, etc. Et en bout de chaîne, on réalise qu'en fait, avec les objectifs que s'est donné l'Union européenne, l'Allemagne, puisque c'est elle qui est une grande consommatrice de gaz, n'a absolument pas investi dans les unités de production, de traitement de gaz naturel liquéfié. Et en fait, se retrouve quand même fort démunis. Moi, je trouve ça assez intéressant. J'apprenais à Hélène cette expression de tragédie des horizons. Et avec notre horizon qui est fixé sur décarbonation 2035, 2050, enfin peu importe, et donc des investissements qu'on ne fait plus, à un moment, le réel et le physique se rappellent à notre Juste, ça c'est intéressant pour l'Allemagne. C'est vrai qu'on l'a souvent mis en avant, et ce qui est bien, la bonne tenue des finances publiques, mais même le rapport des sages, les économistes montraient toujours le grand problème de l'investissement, et l'investissement énergétique, mais également en termes de numérique. C'est pareil pour l'accès Internet. Et c'est vrai que là, ce genre de crise le met vraiment en avant. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le nouveau gouvernement et quand même le poids des Verts, je pense qu'il va quand même y avoir une volonté d'investir, vraiment, en tout cas. Alors, mais le problème, c'est que le temps perdu ne se rattrape plus, comme dit le poète. Ça complètement. Mais ce qui peut être bien, c'est que au niveau de tout ce qu'on disait sur les finances publiques, au lieu que l'Allemagne, même si là, on a vu qu'il y a l'idée de dire attention, on revient à des finances publiques saines, en tout cas, eux vont le faire, et donc on va revenir quand même à des finances publiques qui doivent être plus soutenables. Il y aura l'idée d'avoir et de ne pas tuer l'investissement, et surtout cet investissement-là. Et je pense que ça va être ça un petit peu le jeu qu'il va falloir faire pour le nouveau gouvernement, c'est-à-dire garder des finances publiques, on va dire, saines et robustes, mais d'un autre côté, essayer de combler ce retard d'investissement. Et ça peut être ça la bonne nouvelle, ça ne se fera pas que l'Allemagne seule, mais justement, ils devront utiliser leurs partenaires européens. Ouais, moi, je crois aussi qu'il va y avoir un compromis. C'est-à-dire que quand tu es coincé et que tu n'as plus de gaz et que donc tu n'as plus d'énergie pour faire tourner ton activité, et ben, tu vas forcément faire des compromis sur ton horizon de décarbonation. Et donc ça va donner lieu à des débats politiques. C'est pas du tout l'ambiance. C'est pas l'ambiance. C'est compliqué avec les Verts. Tout ça est très compliqué. Ça va donner lieu à des tensions politiques en Allemagne, c'est évident. Mais il va y avoir un mix d'actions, investissement long terme ou renforcement des investissements, et un tout petit peu d'eau dans le vin. Ils vont être obligés d'ouvrir un peu les vannes. C'est pas possible. Ils vont être obligés de reprendre du nucléaire, de retarder. Voilà, ils peuvent encore ne pas fermer. Je crois qu'ils en ont encore une ou deux qui tournent. Ils peuvent encore ne pas fermer. Nucléaire. Voilà. Ils vont les garder. Ils vont pas. Ça répond pas aux craintes que l'on a là sur le très court terme. Et si Gazprom coupe le gaz, voilà. Absolument. Donc apparemment il y a des stocks. On peut compter sur l'existence de stocks qui pourraient faire tenir jusqu'à l'été si la météo est clémente. Et puis c'est vrai qu'on rappelait le contexte conjoncturel, la situation actuelle qui est quand même très favorable. On reste dans cette dynamique de rattrapage. Donc on a des chiffres de croissance qui sont hyper élevés. Donc le choc géopolitique entre la crise, entre l'Ukraine et la Russie, c'est un choc négatif pour la croissance, ça c'est certain. Il y a différents canaux de transmission, commerce, finance, incertitude, matière première, on peut les passer tous en revue.
Alors, c'est un propos un peu détaché, mais sur des taux de croissance de 7 ou 5%, si on se prend un point de croissance en moins parce que prix du pétrole, parce que perte de marché à l'export, C'est pas très grave. on a l'impression qu'on peut encaisser la situation. Mais c'est un propos qui est très détaché, mais le fait est que la situation conjoncturelle actuelle, voilà, est favorable. Le choc, il est négatif, mais on est probablement en capacité de l'encaisser. Et puis par rapport à ce que vous disiez sur le coût des mesures supplémentaires éventuelles qui seront prises en France pour geler certains tarifs, en Allemagne, j'ai cru voir passer ils prenaient également des mesures. En Italie, il y en a. J'ai vu passer 8 milliards. Ouais. En Allemagne, j'ai pas vu le coût du package. Lindner a mis de côté 60 milliards, ce qui ne ressemble pas du tout à la gestion publique allemande. Tout le monde s'y met pour protéger les ménages les plus modestes de son pays. Donc, il va y avoir une dégradation des finances publiques de tous les pays. C'est vrai que le point de départ n'est pas le même. Et ensuite, il y a un enjeu. Oui, il y a un impact sur la croissance. Donc normalement, c'est déflationniste. Mais en fait, à court terme, ce choc ukrainien, il va créer de l'inflation, accélérer encore l'inflation contre lesquelles les banques centrales essayent de lutter. Et du coup, j'ai un problème de calendrier des interventions de la Banque centrale européenne. Et c'est là qu'il ne faut pas se louper. Tout à fait. Mais vraiment pas se louper. Parce que si, je pense qu'elle va dire, j'ai quand même une inflation qu'il faut que je contrôle, donc elle va amorcer sa remontée des taux. Parce que si elle ne le fait pas, alors là, on dit, mais ils avaient prévu de le faire, le resserrement de la politique monétaire. Mais justement, si, là, de ce que je comprends, mais alors pour le coup, allez voir Smart Bourse, Grégoire Favet qui en parle régulièrement. Anne-Sophie, je ne sais pas si c'est la lecture que tu as. La Banque Centrale Européenne se gratte la tête quand même. Voilà, la décision est compliquée à prendre. Évidemment qu'elle se gratte la tête. Quand tu te grattes la tête et que tu as un choc extérieur de cette violence, finalement tu te dis, personne ne va nous reprocher d'attendre 3 mois ou 6 mois pour prendre des décisions qu'on a du mal à prendre. Sauf qu'on va avoir une inflation qui va s'envoler encore plus qu'avant, et donc il va y avoir mais c'est une inflation énergétique. Oui, mais elle va se transmettre, cette inflation énergétique, elle va se transmettre à plein de choses. Elle va transmettre sur des prix au détail, elle va se transmettre sur les prix alimentaires. Voilà, et donc ça crée un sujet. Pour l'instant, on ne voit pas ça. Voilà, moi je suis pas prévisionniste, je suis pas macroéconomiste, j'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'ils vont amorcer. On n'a pas de boule de cristal. Je pense que la Banque centrale européenne va amorcer son mouvement. C'est difficile pour elle de pas le faire, mais qu'elle va être très prudente sur la suite. Je sais pas, avec en plus ce que nous disait Anne-Sophie, si en plus tu as de la divergence, l'Italie a quand même une industrie qui marche très fort. L'Italie, on le dit assez peu, est magnifiquement exportatrice. Et l'Italie reste l'homme fragile, on va dire, de notre zone euro. Si tu as des divergences qui se creusent, le premier des boulots de la Banque Centrale Européenne, c'est quand même... Non mais bien sûr. Souvent, whatever it takes to save the euro. On a cette vision, parce que c'est vrai que les États-Unis sont dans cette tendance, donc tout de suite, la Banque Centrale Européenne regarde ce qui se passe aux États-Unis pour, là aussi, répondre. Après, on n'est pas du tout dans la même situation. Et voilà. Que ce soit au niveau politique ou au niveau aussi impact sur l'inflation. Alors, bien évidemment, il y a l'Allemagne qui est touchée, mais globalement, sur la zone euro, même si, bien sûr, on a une inflation qui sera sûrement un peu supérieure à 2%, on voit que c'est vraiment énergétique. Donc après, comment dire qu'on aura la transmission, surtout qu'en effet, on va sur les beaux jours. En tout cas, pour l'instant, dans les prévisions, il n'y a pas un risque très, très fort, même s'il faut voir l'évolution de la situation, mais en tout cas, c'est pas là-dessus. Je pense que la Banque Centrale Européenne va s'appuyer. Ça va être vraiment sur la dichotomie entre les États membres et de voir, attention, il ne faut pas casser cette reprise, parce que justement, il faut l'avoir pour absorber ce choc exogène. Donc attention, et je pense que les marchés ne seront pas étonnés s'il y a un report de la décision en disant, regardez le contexte géopolitique, on préfère garder cette tendance pour garder de la liquidité et puis avoir une bonne reprise encore cette année. Ajoutons une précision, remonter les taux d'intérêt sur des facteurs d'inflation qui sont énergétiques, ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, on est d'accord. Et parce que le choc en lui-même, il est désinflationniste. Enfin, c'est un choc négatif pour l'activité. Si effectivement l'inflation reste essentiellement énergétique, et même s'il y a un peu de diffusion. Oui. Ce qu'on attend tous, c'est la transmission au salaire. Et là, effectivement, un phénomène de ce qu'on appelle la boucle prix-salaire, et vraiment d'enclenchement véritablement d'une inflation. Mais on n'y est pas encore. Je dis il y a un risque de décalage entre l'action de la Banque centrale et la compréhension des marchés. Il est fort en ce moment et il pourrait être fort si jamais ça dérape. Et l'histoire nous a prouvé qu'il y a des moments où on était capable de déraper, que la forward guidance n'était pas comprise et que ça créait des chocs de marché qui ensuite mettaient le souk. Et la deuxième chose, c'est que on n'est pas du tout dans la même situation que les États-Unis, mais la BCE, elle est quand même obligée de suivre la Fed pour des raisons de taux de change. Il y a un sujet où on ne peut pas indéfiniment garder une politique ultra accommodante alors que la Fed normalise. Et ça
Et ça a un impact, pour le coup, l'impact sur la croissance peut être très significatif pour l'Europe. Et donc il y a des enjeux de l'IA qui ne sont pas forcément évidents à gérer dans les mois qui viennent. Il n'y a pas une extrême urgence non plus pour la BCE. Enfin, la prochaine réunion de début mars, ce à quoi on s'attend essentiellement, c'est à la révision en hausse de ses prévisions d'inflation. On ne s'attend pas à ce qu'elle augmente les taux d'intérêt à ce moment-là. On s'attend éventuellement à ce qu'elle soit un peu plus claire sur la suite de l'histoire, mais là, forcément, elle se montrera très prudente compte tenu des risques. Nous, on s'attend à une première hausse de taux en septembre. Donc, en supposant que ce scénario soit le bon, au motif qu'effectivement, on a de l'inflation qui n'est pas seulement énergétique, mais on a encore un peu de temps de voir. Et à supposer effectivement que la situation se dégrade et que le choc devienne vraiment négatif pour l'activité, je pense qu'il y a aucune hésitation à dire que la BCE, elle temporisera et elle attendra quelques mois supplémentaires avant de normaliser. Un dernier mot là-dessus autour de cette histoire de SWIFT. Alors c'est intéressant parce que je pense que énormément de gens, ça me fait penser en 2008 quand on s'est mis à parler des comment ça s'appelait, les CDS. Et tout à coup, ce truc, cet instrument financier que seul Jérôme connaissait, enfin, il y avait 15 personnes, tout à coup, tu te retrouves à la une du 20h, tu vois, à parler des CDS. Et là, de la même façon, SWIFT, tout à coup, ça devient un espèce de truc. Donc, système qui permet de valider les transactions entre eux. Alors, c'est 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays. Mais aussi les transactions de gaz, visiblement. C'est-à-dire, si on coupe SWIFT, si on sort la Russie de SWIFT, on n'a plus les moyens de payer leur gaz. Donc, ça posera un léger problème. Et puis donc, il semble que là... Non, c'était juste pour vous citer, parce que j'ai trouvé ça ce matin, là, ça m'a fait sourire. Donc la Russie, quand même, parce que tout cela est astucieusement préparé, on va dire ça comme ça, soigneusement préparé. La Russie donc développe depuis un bon moment son propre système, y compris son propre système de paiement carte bancaire, qui s'appelle MIR, qui s'appelle la paix. Voilà, j'ai trouvé ça cocasse. Et il y a son SPFS, l'équivalent de SWIFT, voilà, qui pour l'instant lui permet d'interagir avec des contreparties on va dire de petite taille et plutôt dont elle est plutôt le fournisseur ou le donneur d'ordre. Mais elle est en train de travailler, elle a accéléré les travaux pour le branchement de son système à elle sur le système chinois. Et en fait, à long terme, si on leur coupe SWIFT et qu'ils ne sont plus dedans, on prend le risque d'accélérer la bipolarisation, de leur redonner encore plus d'autonomie qu'ils n'ont sur ces sujets-là, et c'est pas bon pour la mondialisation. Donc c'est pas bon pour les prix. Et parce donc que il peut y avoir des conséquences long terme de ce choc géopolitique court terme. En même temps, tu sais, comme l'histoire est en train de nous rattraper quand même, c'est ça qu'est en train de faire Vladimir Poutine avec l'ensemble de ses discours. Quand l'histoire nous rattrape, on peut aussi se souvenir des relations sino-soviétiques. Ça n'est pas une mer calme, et donc je ne les vois pas non plus investir, tu vois, sur une alliance très très forte entre la Chine. C'est drôlement intéressant. Sur Russie. l'efficacité des sanctions, c'est très très intéressant parce que tout à je veux dire, je leur coupe SWIFT et donc comment je leur paye leur gaz si jamais ils continuent à me livrer. Exactement. Bon. On a fait le tour. On a fait le tour. Et effectivement, non, ce que je voulais, parce que on avait regardé ça, les Allemands, donc Christian Lindner, donc le ministre des Finances, puisqu'il y a un ministre de l'économie, un ministre des Finances en Allemagne, le ministre des Finances qui avait prévenu la semaine dernière que le prochain budget allemand resterait dans les clous d'un recours à l'endettement limité à 0,35% du PIB, objectif d'un retour dans les 5 ans à 60% de dette sur PIB, coupant net toutes les réflexions sur une modification du pacte de stabilité en disant relever le plafond d'endettement donc au cœur de la zone euro serait une erreur. C'est tout ça, à vous entendre, qui pourrait être remis en cause par ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. Il est dans son rôle, Lindner, en évoquant... Voilà, oui, mais il avait durci, parce que quand il est arrivé... Il paraissait plus souple. Exactement, plus beaucoup ouvert plus souple. effectivement. Et là, oui, il y a eu un durcissement, mais peut-être qu'il y aura un nouvel assouplissement compte tenu de l'évolution de la situation. Et moi, ce qui me perturbe aussi, alors je n'ai pas compris tous les mécanismes, mais tous les investissements qu'on évoquait en Allemagne qui sont dans les tuyaux, et c'est des sommes colossales qui sont engagées, elles sont gentiment mises de côté, elles ne rentrent pas du tout dans les chiffres. Après, donc en termes de... Alors, voilà, possiblement, mais... Donc il y a... Comment dire, il y a... C'est pas allemand. C'est pas allemand.
y a une orthodoxie, on va dire, affichée, et il y a une manière de contourner le problème. Donc, la créativité des comptables, de la comptabilité publique. Exactement. Mais le débat, on sait qu'il va être hyper intense. J'ose espérer qu'on modifiera les critères de Maastricht au bout du bout. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en effet, c'était l'idée d'avoir une réflexion, alors peut-être pas changer les critères, mais en tout cas de parler plutôt de soutenabilité que de taux. Et c'est vrai que dans ce contexte, on a justement les écarts dont on parlait de la zone euro, d'avoir vraiment des critères de soutenabilité, avoir des trajectoires par rapport aux politiques qui sont soumises, et vraiment, on regarde le solde primaire, enfin vraiment des indicateurs beaucoup plus précis qui concernent les États. À mon sens, ce serait beaucoup plus efficace économiquement, vu qu'on n'a pas de budget de la zone euro. Donc c'est ça qui est un peu regrettable. On marque une pause et on va parler de l'emploi chez nous, tiens, par exemple. On repart, les amis, donc on repart. Alors, perspective du plein emploi, ça c'est ce que vous avez lu sans doute, ce que j'ai lu, ce qu'on a tous lu, c'est-à-dire que Emmanuel Macron serait tenté de faire campagne sur ce thème, après notamment les derniers chiffres du chômage. Alors on reviendra peut-être sur l'idée de plein emploi, mais d'abord donc, parce que, voilà... On n'en a pas tant parlé que ça, en fait. C'est quand même un truc de dingue qui est en train de se passer sur notre marché de l'emploi. Donc, amélioration spectaculaire de la situation du chômage. Et alors, particulièrement du chômage des jeunes, on va voir la courbe. Et d'ailleurs, enfin, ça me permet, parce que c'est un tweet du patron département des études économiques. Voilà, département conjoncture de l'INSEE. C'est quand même quelque chose, ça, que nous donnent aujourd'hui les réseaux sociaux, dont on dit pique-pendre. Tous autant que vous êtes là, tous autant qu'on est aimant la chose économique, on a aujourd'hui, notamment en allant suivre les comptes des gars de l'INSEE, un accès mais très très large à une information économique. Et je trouve là par exemple ce qu'a fait l'INSEE sur la récente note de conjoncture et sur ces éléments sur l'emploi, c'est très pédagogique, c'est très clair. Voilà, donc on a accès à ça et je pense qu'on devrait aller lire, quoi, aller regarder. Ça permet quand même de démonter un certain nombre des âneries qui sont dites assez régulièrement à la télévision. On fait beaucoup de travail là-dessus. On peut servir l'INSEE. Oui, et puis on peut remettre la courbe un peu plus longtemps. Moi, à chaque fois, je trouve que vous voulez... un jeune administrateur de l'INSEE qui a passé le concours cette année, un des 4 qui a été pris. Donc vraiment, il est tout jeune, moins de 30 ans, il a passé son concours, il l'a eu, etc. Ils sont notamment sélectionnés, pas seulement sur leur capacité de Pentium statistique, d'analyse multifactorielle, etc., mais aussi sur leur capacité de restitution. Et donc, il y a eu aussi un gros effort de ressources humaines. Et en fait, c'est d'un institut statistique destiné à aider la décision politique ou publique, ils sont devenus aussi des pédagogues. Et ça, c'est très très intéressant. Alors, pardon, juste finir, parce que, et ça, l'INSEE le dit, c'est donc amélioration spectaculaire de la situation du chômage des jeunes, 15,9% maintenant des moins de 25 ans. On rejoint les niveaux les plus bas des années 80 et des années 90, mais parallèlement, la part des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation rebondit elle aussi, donc là ça se calcule sur les 15-29 ans, et on est à 12,2% de cette tranche, 12,2% de cette tranche des 15-29 ans, et ça fait peut-être 20 ans que ça dure, qu'on a comme ça 10 à 15% de ces classes d'âge qui sortent complètement des statistiques. Voilà, donc globalement, ce qu'on a réussi à raccrocher, notamment avec le plan Un Jeune, une solution, 10 milliards d'euros investis là-dedans, 615 000 bénéficiaires, là ça fonctionne. Mais ceux qui décrochent complètement, on n'arrive toujours pas à les rattraper. Voilà un peu le bilan. Je pense que la dynamique et la trajectoire favorable qu'on observe sur le taux de chômage des jeunes, donc avec une baisse très franche, c'est l'information la plus importante et qui est alors soutenue par les mesures qui ont été prises par le gouvernement, par une conjoncture qui est favorable aussi. Et pour les NEET, donc ceux qui sont sans emploi, sans formation et sans formation, niveau de base. Ni en emploi, ni en formation, ils ont même coupé les ponts avec les organismes sociaux. C'est un phénomène, un problème, on va dire, plus structurel et sur lequel la conjoncture, qui est hyper bonne aujourd'hui, a un peu de mal, ou en tout cas, ça va mettre du temps à mordre. Et les mesures structurelles du type de la réforme de la formation professionnelle et toutes les mesures qui sont prises aussi pour une meilleure insertion des jeunes sur le marché du travail, ça met du temps à produire des effets. Alors, j'ai plus exactement en tête l'allure de la courbe des NEET, mais il me semble pas qu'il y ait une tendance particulière. Je pense que c'est relativement plat. Alors, malheureusement, ça baisse pas.
que là, au T4 2021, il y ait une petite hausse. Alors c'est dommage parce que ça relativise un petit peu le super chiffre sur le chômage des jeunes. Mais oui, ça fait 10 ans que ça dure à peu près entre on ne parle pas tout à fait de la même chose. 14-15%. Oui, absolument. Et à 12,5, on est plutôt en bas de la moyenne longue, on va dire, sur 20 ans, qui est plus proche de 14-15%. Oui. Non, juste je signale, parce que vous allez peut-être entendre des bruits périphériques, mais nous vivons aussi la croissance du bâtiment dans ce studio. Et donc voilà, il y a des marteaux-piqueurs autour de nous. C'est la vie. Oui, moi j'allais dire, c'est une super nouvelle. Elle est très intéressante. C'est aussi le succès de l'extraordinaire réforme de l'apprentissage de l'alternance. Yes. Ce qui s'est passé, c'est vraiment à mettre là. Je mettrais ça plus sur ce compte-là, sur le compte du plan Un jeune, une solution. Enfin, on a mis 10 milliards d'euros, dis donc, j'espère que ça a été un peu efficace. En fait, le sujet, c'est que moi j'aimerais bien avoir, et je ne l'ai pas, ce chiffre, la part des emplois non marchands qui sont dans Un jeune, une solution. Non, Jérôme, tu oublies que le grand succès de l'apprentissage, c'est quand même aussi 8 000 € de prime à l'embauche. Bien sûr. Ah bah oui, donc ça rentre dans les 10 milliards. Non mais si tu veux, mais c'est l'emploi marchand. Oui, c'est de l'emploi marchand. Mais ce que tu veux dire, c'est que les 10 milliards... où je vais faire des travaux d'utilité publique... Non, Un jeune, une solution, c'est l'apprentissage, c'est la même chose. Non, il y a énormément d'offres d'emploi non marchands à l'intérieur d'Un jeune, une solution. Oui, mais il y a tous les 600 000 contrats... Je suis d'accord. Même 700 000. 700 000 contrats. Tu as 615 000 bénéficiaires d'Un jeune, une solution. Oui. Là-dedans, tu as peut-être 300 ou 400 000 contrats d'apprentissage. Il y en aura plus parce qu'il s'est prolongé jusqu'en juin, donc ça va coûter beaucoup plus que les 10 milliards qu'on a déjà dépensés. Mais voilà, en tout cas, il y a toute une frange des solutions qu'on a mis en face de Un jeune ou de la solution qui n'est pas de l'emploi marchand et qui est beaucoup plus compliqué en termes d'efficacité sur le fait que tu vas effectivement réintégrer le monde du travail à l'issue de cette expérience-là. Je comprends ton propos, mais je crois que tu te gourres. Tu ne te gourres pas sur la non-efficacité des emplois aidés, tu te gourres sur l'efficacité d'Un jeune, une solution dans cette période. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir la stat. Tu vois, de combien il y a d'emplois non marchands dans Un jeune, une solution. Et la deuxième chose, c'est que je reprends, il faut se réjouir, parce qu'on a, aidé par la conjoncture, on a quand même réussi à ressortir un paquet de jeunes du non-emploi et les orienter vers l'emploi marchand, et de façon durable, parce que c'est des expériences qui vont leur permettre de continuer à travailler. J'espère. Et si, évidemment, nos entreprises se portent bien. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et après une crise qui a été terrible pour les jeunes. Bien Absolument. Bien sûr. Et donc, avec un peu de chance, ça recrée du lien social, ça les remet, parce qu'on a beaucoup de problèmes psychologiques. J'ai pas mal de jeunes qui ont été très entamés. Non, en effet, vraiment la chose fondamentale, c'est vraiment l'apprentissage, plus de 700 000 contrats, donc c'est vraiment colossal. Et surtout, c'est la majorité donc, dans le secteur marchand. Il y a beaucoup aussi dans l'industrie. Donc en plus, ce sont des jeunes qui ont des formations, souvent ils sont embauchés après et ils ont des salaires qui sont... 60% sont embauchés après, c'est pas non plus une garantie. Là, les tout derniers chiffres sont 60%. Et encore une fois, j'insiste, attention au petit effet d'aubaine qui est entouré sur une prime de 8 000 €. Mais il faut quand même repartir d'où on venait, notamment sur l'apprentissage. On n'arrêtait pas de dire l'Allemagne, mais c'est vrai que ça ne marche pas trop. Et même dans l'image, on voit que dans toutes les formations, c'est développé. Et c'est ça qui est vraiment une formidable révolution, même dans la manière d'insérer. On dit toujours, voilà, il y a plusieurs voies. Et puis, celles qu'on privilégiait moins au niveau de l'éducation, eh bien, là, on met des gens qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'ils veulent faire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a des taux d'échec. Donc ça, c'est vraiment une véritable révolution et je pense qu'on n'assiste pas assez au-delà des chiffres et qui a l'air d'être durable en plus. Absolument. Et ensuite, il y a le dernier sujet préoccupant dans ces bonnes nouvelles, qui est effectivement ce fond de cuve de décrocheurs complets qui sont sortis du radar, qu'on n'arrive même plus à suivre et qui relèvent, on ne sait pas de quoi. Il faut aller les chercher dans les trous obscurs. Enfin, ça relève quasiment d'un... Non, et en plus, comme ça fait 20 ans que ça dure maintenant, bon Dieu, comment s'appelle vous allez cet économiste de l'école polytechnique, spécialiste du marché du travail, auteur d'un bouquin que tout le monde doit lire, qui est un peu ancien maintenant, mais qui s'appelle La machine à trier. Bref, peu importe. Ça fait 20 ans que ça dure, donc tu te retrouves là avec effectivement peut-être 2 millions de personnes qui sont même, comme ils ont dépassé les 29 ans, sont sortis d'absolument toutes les statistiques. Et là, on a une bombe sociale. Sur ce genre de profil, le problème, c'est qu'il faudrait avoir un accompagnement qui soit global, parce que c'est pas seulement une formation d'emploi. C'est en effet des compétences, ça peut être aussi des problèmes sociaux. Tout à fait. Donc il faut vraiment accompagner globalement. Et c'est vrai que la difficulté, ça peut être une personne qui s'occupe de trouver une formation, mais qui ne s'occupe pas des autres problèmes de logement,
de contexte, et donc vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et quasiment de c'est ce que l'on- socialisation. Oui, Et bien de sûr. socialisation. Le contrat d'engagement, je ne sais pas du tout où ça en est, ce projet, si c'était voté. Eh ben, Voté ou pas voté. Mais nulle part. c'était un peu l'esprit, non? C'était un peu justement, l'esprit. d'avoir Oui, alors- un accompagnement rapproché, global. Exactement. Alors Hélène, ça a et été qui aurait l'esprit. précisément Ça a été visé, l'esprit jusqu'à ce qu'on se rende compte, jusqu'à ce que Pôle Emploi, qui aurait été chargé de l'accompagnement Oui, c'est ça. de ces Oui. centaines de milliers de jeunes gens, disent ce que disait Anne-Sophie, ce que disait Jérôme, c'est-à-dire, vous êtes gentil, mais il va falloir embaucher Oui. des milliers de Oui. personnes pour accompagner ces dizaines de milliers de jeunes. Et là, à un moment, on a vu la facture et on a reculé. Et là, il est dans les limbes totales. Et parce que dans l'idée, on est exactement dans le. Dans l'idée, c'était voilà, exactement dans ça, la absolument. cible. C'était l'idée de Ouais. dire, plutôt que de faire un RSA jeune, Oui. et ça, je trouve que c'est un débat intéressant. Mais donc, on écarte cette idée de RSA jeune et on fait un revenu d'accompagnement, effectivement, mais qui coûte une fortune. Voilà. Parce que le coût de l'accompagnement... Le coût de il faut mettre l'accompagnement quasiment est encore un plus coach par important. jeune. Exactement. C'est vrai qu'il est important pour les Exactement. finances publiques, mais le coût d'avoir autant de gens qui sont hors du système à Je un suis moment où tout on à n'a fait pas d'accord. assez de jeunes, Quand tu penses- c'est colossal. Alors, Et pour boucler la boucle, Anne-Sophie, quand tu penses qu'on est en train de dépenser 25 milliards, peut-être 30, pour lisser les prix de l'énergie sur 4 mois, Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux inspiré? Et du coup, qui prend le relais pour essayer d'aller chercher ces gens dans les trous obscurs, pour essayer de les réinsérer? Parce que c'est vraiment des problématiques de réinsertion. Et ben, des fondations, l'initiative privée, etc. C'est le thème de la fondation RS qu'on a monté avec nos associés. Il y a énormément de Et gens c'est qui font un formidable, boulot Jérôme. caritatif Mais de oui, dingue, mais- mais, Oui, mais c'est c'est- absolument... ils font des millions. mais non, mais ça ne va pas du tout avec le volume du problème à traiter, bien sûr. Ça suffit pas. Mais c'est, En je revanche, ça voulais sera pas prototype, une technologie. ne changeons pas cette bonne nouvelle en une mauvaise tout à nouvelle. fait. Non, parce que tu l'as dit d'un mot, Jérôme. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est parce qu'on est dans un discours aujourd'hui en mode les politiques ne peuvent plus rien, à quoi ça sert de voter, etc. C'est très clairement quand même l'action politique, un certain nombre de lois votées, une volonté politique et moi je rends hommage aussi à Pierre Gattaz et je rends hommage au boulot du MEDEF fait depuis peut-être 7-8 ans autour de l'apprentissage. On a eu, vous l'avez tous vu dans les villes, on a eu des 4x3 autour de l'apprentissage avec des chiffres qui étaient très clairs, on a eu des culs de bus autour de l'apprentissage. Le MEDEF a fait un gros boulot là-dessus et donc là on voit quand même que l'action politique, a des résultats. elle a des résultats. Et Voilà. ce boulot, il est incroyable parce qu'on part quand même d'une perception politique que l'apprentissage, c'est précaire. Mais bien sûr, Voilà. c'est tout ça et qu'il a ce fallu travail changer. d'inversion complète du regard Exactement. porté sur cet outil C'est ça d'insertion qui- extraordinaire qui permet justement de mettre quelqu'un sur une rampe de lancement et c'est ça. de lui donner sa chance, ce boulot a été remarquablement fait. Et c'est pour ça que j'aurais envie d'être optimiste. Si ça change durablement le regard qu'on porte sur l'apprentissage et la dynamique tout simplement de l'apprentissage, une fois que les conditions seront réunies pour diminuer les aides, peut-être pas les supprimer, on peut peut-être imaginer que ça restera sur un Ouvert le bon tuyau à l'entrée. voilà. Ça restera sur un bon rythme. Moi, je Dimi- croise les doigts. J'aime Oui, bien voir enfin, les choses. Voilà, Diminuer une trop. aide en France. J'attends de voir. Juste un mot, on n'a pas le temps d'en parler, mais juste parce que j'ai vu passer ça, et puis on pourra en reparler. Il y a Guy Mamoumani qui vient nous voir régulièrement, on en reparlera avec lui. Mais pour la première fois, donc, c'est cette histoire de grande démission dont on a beaucoup parlé, nous. Denis Ferrand est le premier à en avoir parlé d'ailleurs sur ce plateau, avant même que ce soit à la une du Wall Street Journal. J'en étais très très fier. Donc, effet sur les cours de bourse, en fait, de la gestion des effectifs, et notamment pour Capgemini. Donc, les grandes entreprises de services informatiques constatent des départs plus importants que jamais au sein de leurs effectifs. 23,5% des salariés de Capgemini sur 12 mois. C'est 23,5, ça paraît beaucoup, mais en fait, il y a une rotation qui est toujours assez élevée. Hein, voilà. Et 25,5 chez Infosys. Mais ce qui est très intéressant, donc là, c'est le patron de la rédaction d'Investir qui avait insisté là-dessus, François Monnier, c'est qu'il y a un impact sur le cours de bourse maintenant de cette grande démission pour un titre comme Capgemini. Ça, Rapidement. en tant qu'entrepreneur, c'est des métiers que je connais très bien. Bah des oui, métiers oui, de oui. prestation de services intellectuels à forte valeur ajoutée, conseil, services informatiques, expertise comptable, etc. Ces métiers fonctionnent très naturellement avec un prix de vente de marché qui existe. Et donc tu ajustes le mix des équipes, le prix de revient de ta production, de tes facteurs de production qui sont tes ressources humaines, tu l'ajustes pour tenir le prix que le marché est prêt à payer avec des jeunes et des moins jeunes. Ouais. Et tu as un turnover naturel, parce que sinon, si tout le monde devient senior et que tu les augmentes tous, ton prix de production devient trop élevé et tu es plus compétitif. Donc le turnover naturel est nécessaire. Il ne faut pas qu'il soit trop élevé, il ne faut pas qu'il soit pas assez élevé. Pas assez élevé, tu perds tes marchés parce que tu es trop cher à produire. Et trop élevé,
tu as un problème extraordinaire dans des métiers de prestation de services intellectuels, c'est que ton capital intellectuel s'évapore. La transmission n'est plus là, etc. Et ce jeu subtil du niveau de turnover naturel normal pour le modèle économique de chacun de ces métiers de service est essentiel. Et on voit bien que tu peux être considérablement déstabilisé parce que tout d'un coup, tu n'es plus attractif. C'est ça. Et que les jeunes, ils se disent, j'ai du pognon parce que j'ai eu des aides, je peux me mettre à mon compte, j'ai envie de vivre autrement, j'en ai marre des horaires infernaux qu'ils me proposent, je m'en fous de leur baby-foot. Enfin, tu vois, voilà. Et ça, c'est vraiment compliqué dans ces métiers-là. Et c'est compliqué aujourd'hui. C'est passionnant. Hein. C'est génial. Passionnant. L'impact sur les cours de bourse des ressources humaines, je crois que c'est la première fois. Enfin, je parle sous ton contrôle. Oui, mais un tel impact, on va voir, c'est 7-8% qu'a perdu Capgemini sur l'arrivée de ces chiffres. Oui, c'est ça. Mais 7% en 2 séances. C'est outil de production qui n'est plus adapté. Je comprends, mais c'est normal ça y que est, les analystes disent ça va pas. Ça va pas. Ouais, ça remet vraiment au centre le capital humain qu'on a toujours tendance à dire voilà, c'est un acquis et donc voilà, il faut le modeler en fonction de l'offre et la demande. Là, c'est vraiment essentiel et en effet, même les cours de bourse le voient. Alors, c'est normal qu'il y ait en effet ce turnover, mais par rapport aussi aux raisons, alors peut-être qu'il y a aussi des problèmes d'attractivité, mais il y a vraiment la question du sens qui est vraiment très importante. On a beaucoup parlé sur ce plateau et qui est au-delà des conditions, on va dire, matérielles ou même de projection de carrière. Ouais. Et ça, c'est très très difficile aujourd'hui de se réadapter et d'être attractif sur ces sujets-là pour beaucoup de jeunes. Si on peut rajouter un ultime truc, en fait, tu as des modèles qui sont en train d'émerger qui sont remarquables. Cabinet de conseil en stratégie, 2 personnes et plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Car dès que les projets sont là, les clients sont là, et dès que tu les as attrapés, tu fais clac et tu vois venir toutes les compétences autonomes des gens qui sont à leur compte et que tu assembles pour les besoins de l'équipe projet sans la structure de coût fixe de la grande maison. Et là, si tu tires ce fil-là, c'est vertigineux parce que c'est la disparition de l'entreprise. Eh bien oui, et donc ta marque employeur, à quoi ressemble-t-elle? Grande théorie. Ton goodwill pour tes clients, à avoir un siège social magnifique, une marque, etc. Voilà. Et je l'ai dit déjà dans cette émission, grande théorie d'Alain Madelin, mais Alain Madelin me racontait ça il y a 15 ans. Il disait, tu sais, rassembler plusieurs milliers de personnes dans un lieu unique, en fait, c'est assez récent dans l'histoire économique. C'était pour des nécessités de circulation de l'information. À partir du moment où le digital te permet d'avoir une circulation de l'information en temps réel aux 4 coins de la France, est-ce que tu as encore besoin de rassembler des gens dans une entreprise ? Ça, c'est tout un débat. Ouais. Ouh, sacrée question. Est-ce que l'information qui circule est de la même qualité que Voilà. Attendez, alors les amis, attendez. L'essentiel de la commercialisation, si je peux me permettre. Tu as quand même besoin d'avoir ton réseau pour être capable d'aller vendre tes prestations. Tu vois, et puis surtout, le modèle et être implanté dans ton écosystème pour attraper le chiffre d'affaires. Non, et puis le modèle que tu décris, parce que alors là, aujourd'hui, ça prend le terme d'open talent maintenant, tout ce qui est le freelancing, etc. Le modèle que tu décris, finalement, ne règle pas la question, parce que les 2-3 gars qui vont être vraiment bons, tu vas pas être les seuls à les demander à l'instant T. Donc, de toute façon, ils vont faire jouer la concurrence de la même façon, et ensuite, tu vas les mobiliser sur des programmes stratégiques. Ensuite, ils vont aller bosser à la concurrence sur d'autres programmes tout autant stratégigiques. Comment est-ce que tu peux t'assurer de leur fiabilité? C'est un sujet de muraille de Chine. Les amis, non mais l'histoire du plein emploi, est-ce que ça vous semble... Moi, je voyais ce truc-là, ça me fait furieusement penser à la courbe du chômage. D'ailleurs, quand on voyait le... Non, mais ça, je pense que François Hollande, il doit l'avoir affiché chez lui, parce qu'il avait gagné son pari. Oui. On le sait aujourd'hui. Complètement. L'inversion de la courbe du chômage, c'est sous François Hollande. Mais vraiment, il l'avait vraiment gagné. Sauf qu'on a mis... on peut avoir des bons résultats économiques. Non, mais surtout, on s'en était pas encore rendu compte, quoi. Voilà, il a fallu... On avait des débuts de chiffres, effectivement. Ça restait un peu timide. Plein emploi, c'est sérieux? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 4%, 3%, normalement, 5%? Plein emploi, c'est autour de 4%. Donc là, c'est vrai que nous, on voit dans nos prévisions, même les plus optimistes, on va être quand même toujours autour de 7. Peut-être un petit peu en dessous de 7. Donc on a quand même toujours 3 points au-dessus, qui sont dus à ce qu'on a dit précédemment. Donc chômage des jeunes et chômage des plus de 55 ans. Donc après, bien sûr, il y a l'aspect conjoncture qui fait qu'on a ce rebond et donc on pourrait aller un peu en deçà des 7. Par contre, ces fameux 3 points, à mon sens, en effet, des vraies politiques structurelles. Et là, on n'y arrivera pas en quelques années, ou même si on a une relance très importante. C'est l'apprentissage, comme on l'a dit, l'accompagnement. Mais après, pour la France, on peut dire que c'est un plein emploi par rapport à nos chiffres qu'on a pu avoir. Donc, c'est toujours comme ça en économie. C'est plein emploi, en fait. C'est ça. C'est toujours le par rapport à. C'est sûr que 7% et quelques de taux de chômage, là, comme on a eu au 4e trimestre 2021, c'est un plus bas depuis... j'ai perdu le compte.
compte. En tout cas, on avait eu ce niveau de taux de chômage au plus bas, juste avant l'éclatement de la crise financière de 2008. Ouais. 2007. Non, je mais pense que c'est même un peu plus bas. Non, 2019 en fait. C'est-à-dire que juste avant le Covid, On était plus haut. oui, était un mais peu plus haut, oui, on était un peu est plus passé haut. en dessous de 8. Si. Oui, on Enfin, était bref, plus haut, mais voilà. pas au de 7. Donc, Oui, donc mais on n'est déjà, pas, on n'est pas encore, 7% de taux de chômage c'est très en bien. France, c'est très bien. Oui. C'est très bien. Donc si on arrive à grappiller peut-être encore un point, Ouais. effectivement. Ouais, mais l'autre, il va c'est dire pas le plein plein emploi. emploi. Ta question. Attends, laisse finir Hélène. Non, mais en fait, j'ai pas forcément beaucoup plus de choses à développer. Je voulais, voilà, juste déjà se satisfaire d'un taux de chômage à 7% en France, c'est très bien. Voilà. Vas-y, Non, Jérôme. si ta question c'était est-ce qu'il peut faire campagne sur ce thème-là, Voilà. de thème politique, la réponse est oui, évidemment, et c'est plutôt malin, puisqu'il arrive avec une tendance favorable en montrant qu'il a des premiers résultats, et à l'horizon des 5 ans suivants, il peut toujours faire une promesse, et s'il ne veut pas faire de troisième mandat, Non, il peut pas. tu vois, non, mais voilà, et donc tu te retrouves... Il n'a pas le Non, droit. mais je sais bien, je Il n'y a sais bien. que Poutine Non, qui mais je sais bien, je sais peut bien. faire un troisième mandat et attaquer Je l'Ukraine. sais bien, et il fera probablement une alternance Medvedev, tu vois, il fera pas ça. Bon, voilà. Et donc, Avec Bruno donc Le le Maire. sujet, c'est assez malin d'amorcer ce thème-là alors que tu peux me présenter des premiers résultats, Ouais, donner ouais, une ouais, tendance je suis en disant d'accord. j'ai 5 ans pour m'en occuper. Après, le risque qu'il ne doit pas prendre, et c'est ce que j'entends et je le crois assez bien, c'est comme on ne sait pas exactement où est le chômage structurel en France, parce qu'on a quand même beaucoup de rigidités qui font qu'il est probablement plus élevé que dans un paquet d'autres pays à Oui, économie enfin, il y a les mêmes comparable. statistiques après. Donc, Ouais. bon. Il faut surtout pas qu'il s'avance sur un chiffre. Non, C'est ça. sur Non, une il peut tendance. plein Non, emploi. non, Il sur peut une garder tendance. l'idée, effectivement, sans y associer un chiffre, et sachant que l'idée, le plein emploi, ça a une connotation quand même très positive. Et- On part d'une dynamique favorable, on en a parlé, ça peut se tenter et on sans peut y associer raccrocher, un chiffre. toute une mobilisation d'initiatives autour de cette thématique-là. Oui. Donc ça peut faire vraiment un truc qui cristallise un peu Ouais, un projet hein. Et présidentiel. ça nous donnera Je un trouve peu ça d'air très malin. aussi, Moi, hein, quand moi, même, je hein. serais un peu plus Vas-y, Anne-Sophie. négative là-dessus parce que c'est vrai que le chômage, on voit que c'est un vrai sujet quand il est très haut. Par contre, quand il est très bas, enfin en tout cas quand ça va mieux, on voit que ça cristallise plus rien et je suis pas sûre qu'il y ait un tel rendement Oui. politique à avoir alors, une politique. Oui, mais son un sujet à lui, postage là-dessus. Anne-Sophie, son sujet à lui, c'est qu'il va falloir quand même qu'il invente une nouvelle dynamique. C'est ça son problème. Tu peux pas dire 50 plus. Mais à ce moment-là, il est, 50 plus, il est pourquoi un petit peu dans le bilan. Voilà ce que j'ai fait. Regardez, voilà les bons chiffres. Alors que là, ce qu'on demande, c'est une projection. Voilà. Et Mais il est compliqué son bilan parce qu'il est mangé par l'inflation en fait. ça. Alors qu'il y est pour rien le pauvre l'inflation. Et Oui, mais sur le taux de chômage, avec tout ce qu'on a dit sur l'apprentissage, etc., là, il y Voilà. a quelque chose à dire. Mais Voilà. la question, c'était est-ce que même en disant ça, ça va vraiment lui rapporter des voix de tous ceux qui ne votent pas pour lui? C'est ça la question. Et c'est vrai que sur le déjà, chômage, s'il garde on ceux qui voit- votent pour lui, il est bien. Sur le déjà, plan c'est bien, mais on voit que économique, même peut-être, mais on voit quand même que sur le chômage, c'est vrai que quand ça va bien, c'est pas forcément C'est vrai. pour l'électeur un élément de se dire attention, parce qu'on regarde toujours par rapport à sa situation personnelle. Et c'est vrai que souvent les gens qui ont ces problématiques de chômage, comme on l'a dit, c'est ceux qui ont souvent le plus de difficultés à avoir une amélioration de leur situation. Mais il Donc, peut- ouais. dans la structuration de l'offre politique, ça ne crée pas forcément beaucoup de changements qui attirent un vote différent. Il peut peut-être développer sur l'idée que, donc, avec cette dynamique favorable qu'on a sur le marché du travail, on a des créations d'emplois. C'est quoi le moteur, le déterminant le plus important du revenu disponible des ménages et de leur pouvoir d'achat? C'est l'emploi. Et qui dit emploi dit salaire aussi. Et on va dire, en tout cas, en termes de problématiques macroéconomiques, ça peut être un fil à tirer. Oui. Et pour répondre à la question, là, du moment, de la morsure sur le pouvoir Le problème, d'achat, c'est que de la hausse des prix. Les chiffres sont très bons chez les jeunes qui, on le sait, votent moins. Et l'autre élément, c'est qu'on peut dire, certes, on a un emploi, mais on n'est pas assez payé à cause de l'inflation. Et donc, en fait, on annule un peu les bons résultats des chiffres de l'emploi en disant, Et regardez, il y a un justement, problème de salaire. D'où l'idée de continuer à ce que l'emploi soit le plus dynamique possible pour enclencher cette fameuse boucle prix-salaire. Voilà. Et toujours sous l'angle politique, ça lui permet d'avoir un thème central auquel il raccroche le social à l'économique. Oui. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que du coup, il peut C'est-à-dire passer là-dedans la suite, et je l'appelle de mes voeux, de la poursuite de la modernisation du pays, de la libération des forces vives de son économie, etc., et des thématiques sociales, de rattrapage des décrocheurs, d'emploi des seniors. Voilà. Et en fait, ça me semble une très très bonne colonne vertébrale pour un projet politique pour un quinquennat suivant pour lui. Je pense que ça peut être un bon axe, mais pas forcément d'attirer les personnes qui ne votent pas pour lui et dont il pourrait avoir besoin ou qui feraient la C'est pas différence. sûr que ce soit son sujet, ça, Anne-Sophie. Oui. Parce que quand... Tu sais, quand tu es sur un paysage politique à ce point fractionné, C'est vrai. Lui, Mais son sujet, justement, a priori, c'est d'être sûr, les dernières voix peuvent avoir beaucoup d'importance, justement. Ça peut se jouer à... Eh ben, peut-être qu'il en ramasse quelques-unes avec cette thématique-là. en tout cas, c'est une À la marge. thématique positive. Ah, tu vois, le positive, sujet, c'est qu'on est dans un tel marge. Complètement. Moi, le truc que je trouve, et c'est pour ça que on a commencé quand même ce
débat très intéressant sur une situation de croissance, mais historique. Et t'allumes la télé, et tu es dans une situation de marasme effrayante. Donc, Non, mais c'est sûr que voilà, ça lui redonnera une dynamique. il y a quand même le bilan positif à mettre en avant complètement. Mais j'entends effectivement le point que tu soulèves est intéressant, c'est-à-dire derrière, tu fais basculer, si tu pars sur ce sujet, alors tu fais basculer le débat sur les salaires. Ouais. Et Ce qui me permet d'introduire, mais on n'aura pas le temps d'en parler, tu ouvres ce débat. une grande habileté, et quand tu ouvres ce débat, tu te retrouves avec des phrases. Alors, je vais citer le patron de la Caisse des dépôts, c'est quand même le patron de la Caisse des dépôts, ancien patron de Generali en France, d'une très grande compagnie d'assurance, qui donc dénonce un capitalisme déréglé, parce que le taux de rendement demandé par les actionnaires est trop élevé. Ça, pourquoi pas, Patrick Artus le dit depuis des années. Et il ajoute donc interview dans le quotidien Le Monde, dans une entreprise que 15% des bénéfices aillent au capital alors que les salaires n'augmentent que de 1,5%, ça ne va pas. Bon, il nous reste 3 minutes, donc comme ça on sera obligé de rester poli, mais on est tous d'accord. Moi je parle aux économistes là, on est d'accord que cette phrase est un non-sens. Anne-Sophie ? C'est un non-sens parce que c'est vrai que c'est mettre en avant deux choses qui n'ont rien à voir, qui est vraiment la répartition donc des salaires et puis la rétribution du capital. Ce qu'il faut regarder, c'est Et la on le valeur ajoutée, pas les bénéfices. Tout à fait. On est d'accord, hein ? Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est mis sur le même plan. Alors, bien sûr, on peut avoir un débat là-dessus, mais c'est vrai que c'est mis sur le même plan. C'est le patron de la Caisse des dépôts. Oui, Jérôme, je sais que tu vas être intarissable là-dessus. Non, donc, mais il sait très bien. Ou alors Hélène veut rester à l'écart. En fait, moi, je suis toujours un peu agacé quand on n'utilise pas les bons mots. Et c'est pas les Mais non, bons mais c'est mots. plus que Non, pas mais- utiliser les bons mots, là. Oui, on est dans. C'est dire n'importe Non, mais quoi c'est- pour faire de la démagogie. Alors, c'est désastreux en termes sémantiques et donc en termes de pédagogie économique, etc. Ça va pas. Après, la seule question à se poser, c'est y a-t-il un problème y a-t-il vraiment un problème à résoudre? Et là, il faut d'abord avoir cette discussion-là. Mais de Ensuite, répartition de la valeur ajoutée, on est exactement, d'accord, pas des avec bénéfices. une déformation qui créerait des déséquilibres qu'il faut absolument corriger. Hein. On peut discuter de ce sujet-là, et si on prend le sujet sous cet angle-là, il y a plein de choses à dire. C'est moins vrai en France qu'aux États-Unis, c'est assez vrai aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai en France au cours des 10 ou 20 ou 30 dernières années. Les salaires réels ont augmenté à l'exception d'un trimestre sur 30 ans, donc corrigé de l'inflation. Non, mais grande stabilité du partage de la valeur ajoutée en France, on est d'accord, Hélène. Non, Et c'est en sûr, plus, il n'y a pas de ce qui sujet. me rend vraiment, ce qui fait que c'est problématique à la fois dans la sémantique et puis dans la solution proposée, c'est que la grande conférence sur les salaires, si tu veux, pour régler ça, alors que justement, si on a besoin de remobiliser tout le monde autour de notre économie, c'est autour de l'actionnariat salarié ou du partage de la valeur que ça doit se faire. Et non pas en stratifiant des coûts fixes par une grande négociation interprofessionnelle sous l'égide de l'État. Et là, l'entrepreneur que je suis hurle quand il entend à la fois le problème sémantique et pédagogique et puis la solution proposée. Ça ne me va pas du tout. Merci, mesdames. Merci, Jérôme. Bonne chance pour Pour mon diplôme. pour ton diplôme. Ouais, je vais l'avoir. L'échec à ce diplôme n'est pas une option. Voilà. Et nous, demain, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi.